Je pense qu'on va pouvoir commencer. Du coup, enchantée, merci tout le monde de s'être connecté. Peut-être pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, je voulais commencer par dire un mot sur qui est Maria, qui organise cet événement. Maria, c'est un campus de formation aux compétences de demain. On a à cœur de créer des rencontres dans toutes nos formations, aussi avec cet événement. Et on a à cœur de permettre la transmission des apprentissages. C'est ce qu'on fait tous les jours dans nos formations. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé ce format qu'on a appelé 1 heure à bâton rompu, où on a envie de rencontrer et de vous faire rencontrer aussi des personnalités qu'on trouve inspirantes, qui bousculent un peu les lignes du futur du travail. Là, on a la chance d'avoir avec nous Amandine, Anne-Sophie et Sabrina, qui bousculent les lignes justement dans l'industrie du retail. Ces trois personnalités que, personnellement, je trouve audacieuses et je suis hyper contente d'être là avec toutes les trois. Donc, justement, dans le retail, je pense que c'est pas toujours facile pour vous de faire bouger les lignes, d'affirmer aussi vos convictions et votre vision pour le retail. On va parler un petit peu de ça, on va parler de l'évolution du rôle de manager, que ce soit au siège, que ce soit en magasin ou même que ce soit en tant que directeur de centre commercial, plutôt côté Unibail pour toi, Anne-Sophie. Donc peut-être je vais vous laisser chacune vous présenter, nous dire un peu ce qui fait la spécificité, parce que vous travaillez toutes les trois dans le retail, mais quand même dans des scopes assez différents et chacune a sa singularité. Donc, ce qui fait cette singularité et pourquoi vous êtes complémentaires aussi. Et en un mot, si vous pouvez nous dire qu'est-ce que pour vous le manager du retail aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas si Amandine, est-ce que tu veux commencer? Oui, bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Donc moi, Amandine de Souza, je baigne dans le retail depuis de nombreuses années. Je suis passée par Casino, j'ai géré un e-commerçant, un pure player Westwing, un site de vente privée de mobilier déco, et ça fait 5 ans que je suis dans le groupe Galeries Lafayette, où j'ai 3 casquettes, la direction générale du BHV, le grand magasin dans Paris, il y en a un à Paris 2 dans un centre commercial Westfield, bien sûr. Et puis le développement de BHV.fr. J'ai une autre casquette qui est le développement de la franchise Italie, donc concept de food restauration italienne juste derrière le BHV qu'on souhaite développer en France. Et puis j'ai les achats maison, bricots et loisirs pour le groupe Galeries Lafayette. Et donc avec un périmètre très éclectique, protéiforme, et c'est ça que j'adore justement dans mon quotidien. En un mot, moi le mot qui me vient à l'esprit, c'est équilibriste, parce qu'on est sur la corde raide en permanence entre des attentes aussi de nos collaborateurs de pouvoir projeter l'entreprise à 3-5 ans, alors même que avec l'accélération de tout ce qu'on a vécu, répondre à ce qu'on va faire sur le trimestre d'après est un enjeu majeur. Et évidemment, d'avoir en permanence la tête dans les nuages pour porter une vision et les pieds dans la gadoue, le cambouis. Et c'est ça que j'aime aussi dans le retail, d'avoir ces deux aspects, d'être à la fois dans une construction stratégique en pleine évolution et dans des jobs très opérationnels où il faut régler une somme de micro-problèmes au quotidien. Je trouve ça génial. Oui, c'est clair, c'est une métaphore plutôt sympa, équilibriste pour décrire tout ça. Et toi-même, d'ailleurs, avec toutes tes casquettes, je pense que tu as un petit peu aussi cet enjeu. Est-ce que Sabrina ou Anne-Sophie voulez aussi nous dire pour vous le mot? Vas-y, Anso. Bonjour à tous, aussi ravie d'être parmi vous. Moi, en 2 mots, donc 6 ans de banque d'affaires et après 15 ans, bientôt 15 ans chez Unibail, avec depuis, on va dire, presque 10 ans des rôles très opérationnels et notamment, du coup, gérer le périmètre français de nos centres commerciaux. Maintenant, j'ai aussi l'Espagne, l'Italie et la Belgique en plus. Et donc, du coup, d'avoir vu l'évolution de ces lieux de vie, avec une mission d'essayer de les rendre le plus attractifs possible et le plus durable possible aussi, qui est un des grands enjeux de maintenant pour avoir ce qu'on appelle license to operate. C'est rien que le fait d'avoir le droit finalement de
de gérer ces centres, de créer de l'attractivité de ces lieux, eh ben, il faut qu'ils soient durables, évidemment. Et on fait tout ça, on crée ces lieux attractifs pour vraiment aider nos commerçants à faire le plus de chiffre d'affaires possible, à vivre le mieux possible dans nos centres, et pour nos clients finaux que sont nos visiteurs, bah, qui passent le meilleur moment possible. Alors moi, je choisirais un autre mot, équilibriste, je suis complètement d'accord. L'autre mot, ce serait responsabilisation. Je trouve ça très important, malgré le fait qu'on appartienne à un réseau, qu'on appartienne à un groupe, une marque. Derrière, de laisser la responsabilité de chacun des managers de terrain, soit qu'il soit directeur de centre commercial ou directeur de magasin, la façon dont il va gérer son équipe, la façon dont il va incarner la marque, les initiatives qu'il va prendre pour quelque part donner du caractère, donner de l'authenticité à chacun des lieux, et que le client ait l'impression d'être unique, de vivre une expérience unique à chaque fois, une expérience de service unique à chaque fois, et qu'il n'ait pas l'impression d'être toujours, qu'il aille dans un centre commercial, par exemple, ou un autre, vivre la même expérience. Voilà. Donc, que vraiment le manager de terrain, enfin du retail, soit responsabilisé pour créer cette authenticité, cette identité. Carrément. Équilibriste, responsabilisation. Je pense que c'est bien parce que ça nous donne aussi un petit peu de contexte sur pourquoi en fait leur rôle a changé et qu'est-ce qui fait que les attentes envers eux sont un peu différentes. Et je pense que Sabrina, toi, c'est en plus encore un autre contexte chez Aromazone. Donc peut-être tu peux nous dire un petit peu ton parcours, comment tu es arrivée chez Aromazone et toi, un peu ta vision du manager. Bonjour à tous. Donc moi, j'appelle Sabrina. J'ai finalement, c'est des moments intéressants parce qu'on peut regarder un peu en arrière. En fait, j'ai quasiment fait que de l'univers retail depuis que j'ai commencé à travailler. J'ai beaucoup appris chez L'Occitane où j'ai passé 9 ans. J'ai dirigé la France, l'Angleterre et ensuite l'Europe. C'était à l'époque un modèle assez atypique dans la beauté. Et un modèle qui, forcément, a redéfini beaucoup de codes. J'ai ensuite pris la direction générale de MAC, donc toujours sur ce même type de modèle totalement intégré, donc marque distributeur. Et enfin, Aromazone depuis 14 mois, qui, et ce n'est pas un hasard, a également le même modèle de distribution, qui est un modèle totalement intégré. Avec un très très fort site e-commerce, mais de plus en plus aussi de muscles sur le retail. Moi, j'aime beaucoup ce que mes camarades ont dit. C'est important de le dire. Je crois qu'on se connaît et on s'aime beaucoup, Amandine et Anne-Sophie, parce que le retail, c'est aussi ça. C'est une famille qui se soutient. Même nous, en fait, on a énormément besoin de s'appeler, de se demander des conseils ici ou là, de s'aider, de donner des coups de pouce. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à développer votre réseau au sein du monde du retail. C'est très, très important de le dire et très souvent, on oublie de le dire aux jeunes femmes qui oublient qu'il faut aussi qu'elles développent leur réseau dans tous les secteurs, dont le retail. Et pour utiliser la petite métaphore qui nous est demandée, Maëlys, moi, je trouve que le métier du retail, c'est le métier le plus difficile en vérité. C'est un métier qui est la totale hybridation. Amandine a tout à l'heure parlé de 2 dimensions que sont en fait une dimension quand même assez stratégique, très analytique et en même temps la capacité à être dans l'opérationnel pur. Je rajouterai à cela un élément qui pour moi est très important dans la réussite de ces carrières, qui est d'aimer les gens. C'est très simple, c'est très naïf, c'est très bête, mais en vérité, j'ai d'ailleurs croisé dans ma vie beaucoup de managers qui n'étaient pas très successful dans ce métier parce qu'en vérité, ils n'y prenaient pas de plaisir puisque le contact humain était un petit peu compliqué pour eux. Et je pense que si on n'aime pas les gens et qu'on se dit pas tout simplement, eh bien, qu'on traite les gens de la façon dont on aimerait être soi-même traité en point de vente lors d'une expérience, etc., et que tous les jours, à chaque instant, mais cette intentionnalité dans la façon dont on accueille, dont on onboard, dont on renseigne,
eh bien, je crois que c'est un métier difficilement appréhendable. Donc, c'est pas qu'un métier qui s'apprend, c'est un métier qui se ressent de façon assez viscérale, je pense. Donc, je pense que c'est la petite dimension et touche émotionnelle que je voulais rajouter peut-être aux éléments précédents cités par mes camarades. Voilà. Oui, c'est clair, ça donne un peu différentes facettes aussi du métier. Et ce que j'aime bien dans vos présentations et ce que vous dites, c'est qu'on ressent aussi chacune ce qui vous anime et ce pourquoi vous aimez le retail. Comme tu le dis, Sabrina, je pense que c'est aussi une industrie à part entière où tout le monde s'entraide et se connaît. Du coup, ça reflète bien cet aspect humain dont tu parles. Et c'est intéressant, même si, du coup, là, je pense pour commencer, peut-être pas forcément s'éloigner de l'humain, mais faire un peu un état des lieux ou recontextualiser le pourquoi, déjà, qu'est-ce qui nous a poussé à organiser cet événement, nous? Pourquoi on attend des choses différentes du manager aujourd'hui? Par exemple, on parle beaucoup d'omnicanalité. Est-ce que c'est déjà le cas ou pas? Comment ça impacte les attentes du manager? Qu'est-ce qui fait qu'on va lui demander d'être un équilibriste, qu'on va lui demander d'avoir plus de responsabilités? Et en quoi, justement, aimer les gens, ça va être d'autant plus important dans tout ce contexte? Est-ce que peut-être, Anne-Sophie, si tu veux redire un petit peu, toi, de ton point de vue, et aussi sur un peu ton scope, qu'est-ce qui a changé, en fait, concrètement, et qui fait qu'il faut que les managers, eux aussi, évoluent? Moi, je pense que le métier évolue vraiment et ça rejoint ce qui a été dit par Sabrina et Amandine. C'est le métier de directeur de centre commercial et devient en fait un métier de directeur d'hôtel de plus en plus. Et d'ailleurs, on recrute de plus en plus des gens venant de l'hôtellerie qui sont dans l'accueil du client. Et j'adore ce que Sabrina a dit, cette dimension de faire sentir aux gens qui sont uniques, qui sont importants, care, voilà, care for them, tu vois. Voilà, c'est vraiment se dire chaque individu doit se sentir bien chez moi, quelle que soit la taille de son portefeuille, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit, voilà. Nous, on a des lieux où on accueille des millions de personnes par an et c'est une grande joie quand on sent que cette mixité fonctionne totalement chez nous. Et pour ça, il faut pouvoir s'adapter à ses clients, les faire se sentir bien. Et du coup, cette dimension de directeur d'hôtel qui parcourt son mail, qui parcourt son centre commercial, qui va au droit des clients, que ce soit les visiteurs ou que ce soit ses commerçants, que ces commerçants aussi se sentent bien dans son centre commercial, qu'ils se sentent épaulés, qu'ils sentent qu'on répond à ses besoins. Il fait chaud, il fait froid, il y a un problème de climatisation, il y a une fuite, enfin bref, c'est tout ce qui nous arrive au quotidien, voilà, et que derrière, il y ait ce service client très important. Pour moi, ça, c'est vraiment un des aspects d'évolution du métier. Et le deuxième aspect très, très important, c'est l'aspect sociabilité du retail aussi. C'est un lieu où les gens, en fait, viennent pour interagir, au contact d'un vendeur, au contact d'autres. Ils viennent à plusieurs la plupart du temps. Ils viennent faire leur shopping à plusieurs. Et du coup, le directeur de centre est de plus en plus un acteur du territoire, en fait. Ces lieux de commerce, quels qu'ils soient, sont de plus en plus vus comme vitaux pour la vie de la ville, de la cité, sont vus comme un facteur d'attractivité de la ville et donc du coup travaillent beaucoup plus avec l'environnement, avec les mairies, etc., pour aider de cette attractivité. Donc vraiment, pour accueillir des associations, pour faire en sorte que la ville rentre dans le centre commercial et que le commerce, au sens large, participe à la vie du territoire. Donc voilà, donc plus des directeurs d'hôtel, vraiment orientés client, service client, et très ouverts sur sa ville pour s'adapter aux besoins de ses clients. Carrément. Je trouve ça intéressant cette notion de care parce que justement j'ai l'impression que au-delà du retail dans la société aujourd'hui, c'est quelque chose qui est trop peu valorisé et que tu mettes le doigt dessus et que tu mettes en avant que ce soit aussi un métier du care.
Je trouve ça super important et c'est un petit peu ce qu'on voulait faire en organisant notamment cette rencontre, mais c'est de mettre en avant et de valoriser ce métier. Donc ouais, carrément d'accord. Et Emeline aussi, je vois qu'en commentaire, dit métier qui se ressent, traiter les clients comme on aimerait être traité, c'est la dynamique de tout manager successful. Je vous rejoins plus sur cette approche. Donc voilà. Je ne sais pas si Amandine et Sabrina, pour vous, du coup, c'est donc pas forcément centres commerciaux, c'est un petit peu différent, mais dans les transformations en cours, que ce soit digital, sustainability, quels sont les facteurs forts qui font qu'il faut changer, enfin qu'il faut s'adapter, surtout en tant que manager? Est-ce que vous pouvez un peu donner le contexte aussi chacune? Tu veux y aller, Sabrina, ou tu veux que j'y aille? Non, non, mais ce que dit Anne-Sophie est hyper important. C'est vrai que dans un grand magasin, si on regarde le BHV, c'est à peu près 11 millions de visiteurs qui passent les portes. Donc, comment on s'intéresse à chacun d'entre eux et qu'on s'assure, in fine, pour nous, retailers, de développer le taux de transformation, le panier moyen. Mais évidemment que l'expérience, même s'il ressort sans rien avoir acheté parce qu'il a vu la bonne personne qui a même pu lui réparer son produit sans qu'il achète quoi que ce soit, ce qui est souvent le cas au bricolage au BHV, il partage cette expérience-là et qu'on ait un sujet de personnalisation quand les masses sont aussi importantes. La complexité qu'on a quand on gère un grand magasin, c'est qu'en fait, on fait quelque chose d'assez simple, hein, on achète et on vend des produits, ça paraît assez facile. Et puis en fait, c'est d'une complexité inouïe d'avoir le bon produit au bon moment, au bon endroit, avec la logistique et tous les sujets afférents. Et quand on a un magasin qui a 165 ans d'existence et qui s'est évidemment construit par strates, avec plein d'histoires qui lui est arrivé au cours de ces 165 ans, notamment d'un point de vue système, informatique, on est sur des couches qui se parlent pas forcément. Et donc, on prône tous que l'omnicanalité, ça y est, c'est une base, c'est un basique, c'est facile. Évidemment que c'est ce qu'on veut faire. Et je veux acheter sur bhv.fr, le produit me plaît pas, je passe devant le magasin de Rivoli, je rends le produit et tout est facile. Et nous, on a l'enjeu de se mettre à la place dans les chaussures du client, évidemment de se dire que tout ça n'est pas un frein. Maintenant, la vraie vie, c'est que c'est un sacré bordel et que, évidemment, rien n'est simple dans tout ça. Et donc, les managers, il faut les accompagner parce que parfois, ils voient bien que le monde change, ils voient bien que les attentes sont fortes, ils voient bien que les clients sont de plus en plus renseignés, aguerris, regardent en magasin sur le smartphone le prix de la concurrence et elle est multiple des magasins qui ont pullulé à côté dans le quartier ou sur le digital, évidemment. Et donc, lui, comment il trouve la bonne réponse pour avoir la capacité à dire de façon systématique oui, à accompagner le client dans ses choix. Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'évidemment, le monde change, on les outille, mais tout le monde, chaque collaborateur est unique avec son passé et voilà sa capacité à être digital, pas digital, à appréhender les outils, à se mettre à la place du client ou pas. Nous, c'est vrai qu'en plus, au BHV, on a des experts produits très très fort qu'il faut absolument garder, c'est notre valeur ajoutée, c'est pour ça que les gens parfois traversent Paris pour avoir ce conseil-là, mais qui ne sont pas forcément toujours experts du client. Donc comment on les embarque? Et les managers, ils ont pour moi un rôle de coach et on leur demande d'être omniscients sur tous les sujets, outils, process, et c'est notre rôle en tant que dirigeant de les accompagner pour qu'ils ne se sentent pas démunis face à cette complexité qui, sous des apparats très simples, en fait, pour bien faire le job et dire oui de façon systématique aux clients, est très, très complexe. Donc, on a des gros enjeux de formation, de communication interne, des choses qu'on avait complètement sous-investies. Même moi, quand je suis arrivée, finalement, si je retrace les 5 ans, c'est que récemment, très, très récemment même, que j'ai mis des moyens sur de la communication interne pour essayer de laisser personne au bord du chemin. On a des amplitudes horaires colossales, il y a des gens du matin, du soir, de la fin de semaine, de la semaine. Et comment ces gens adhèrent au projet de l'entreprise, ont tous les outils nécessaires et le bagage nécessaire pour pouvoir servir le client. Donc c'est ça, je trouve, la complexité des managers aujourd'hui, c'est cette demande d'omniscience qui n'est pas du tout évidente à avoir pour pouvoir satisfaire le client. Carrément. Carrément. Et oui, je pense que les différents
les différents niveaux de capacité à s'adapter. Enfin, tout le monde n'a pas la même capacité à s'adapter. Et chez certains, certaines, et même, je pense la majorité des gens, ça peut générer aussi de la peur. Et on en avait un petit peu parlé en préparant, mais je trouve que c'est une émotion qui est intéressante parce que pas forcément négative, c'est aussi un signal, mais c'est comment, et même vous, ça se trouve, vous avez déjà ressenti de la peur en commençant des projets ou en changeant de poste ou en prenant certaines responsabilités. Donc comment un peu on gère ça, mais ouais, carrément. Et Sabrina, je ne sais pas si tu veux compléter aussi sur toi particulièrement, dans ton contexte, qu'est-ce que tu mettrais en avant comme élément qui oblige cette transformation du manager, en fait, à tous les niveaux? Alors, je vais prendre le sujet un peu différemment, moi. Je crois que quand on est dans ce qui est le cas, hein, de façon assez structurelle depuis plusieurs années, quand on est à des grands moments d'accélération, de pivot, moi, je trouve que toujours une des phases importantes dans la réussite, c'est la co-construction, en fait. J'ai beaucoup de mal avec les éléments tout à fait descendants qui viendraient d'un siège un peu omnipotent, décisionnaire, visionnaire, avec une application purement métier. Moi, je crois beaucoup que d'ailleurs, très souvent, c'est comme ça qu'on se plante parce qu'on met en place des trucs, des outils, des process qui, en vérité, sur le terrain, dans la vraie vie, fonctionnent pas. Hein, parce que forcément, on n'est pas tout le temps sur le terrain, tous les jours, comme nos équipes le sont. Donc, j'aime beaucoup la phase préliminaire de conversation, déjà de compréhension, évidemment rationnelle, mais pas que subtile, émotionnelle, comme tu le disais, Maëlys, hein, de pourquoi il faut faire les choses et pourquoi il faut y aller et en quoi c'est nécessaire. Une fois que les gens sont tout à fait alignés là-dessus, en fait, les gens trouvent d'eux-mêmes souvent les solutions. Et tu te mets à co-construire. Alors évidemment, les équipes vont pas trouver les outils, ça c'est des sujets de siège, mais ça reste de l'outillage, c'est de la cuisine, c'est une casserole, une poêle, une fourchette, un couteau. Enfin, c'est rien de plus que ça. Hein. C'est pas très important. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut absolument pas avoir de peur sur la technologie, etc. Enfin, à partir du moment où tout le monde s'est envoyé un email, je pense que tout est relativement faisable dans nos métiers aujourd'hui. Donc, je dirais que avant même l'outillage, qui ne reste que de l'outillage, le premier vrai sujet, c'est l'alignement et la co-construction et une vraie culture de l'écoute. Je crois d'ailleurs que les organisations sont quand même en train de changer hein, sur ce point et ont compris que c'était compliqué de n'être que descendant. Mais je crois que les cultures successful sont les cultures beaucoup plus horizontales, beaucoup plus co-créées, collaboratives. Et les fois où j'ai vu de très très grands succès justement de commerçants, omni d'ailleurs, hein, on-off, c'est quand les managers ont été dans des grandes postures d'écoute, aussi bien du client, on en parle depuis le début de cette conversation, mais pas que du client en fait, des différents stakeholders et principalement des équipes. Moi j'avais coutume d'entendre dans d'autres vies des choses assez intéressantes du style on se réunit et on va sortir de ce meeting et la réponse est dans la salle en fait. Quelqu'un a la réponse puisque quelqu'un s'est déjà posé concrètement la question à un moment et il faut juste qu'il y ait cette culture de la langue qui se délie, des gens qui se sentent capables de donner un input et parce qu'ils savent qu'ils vont être écoutés et qu'ils savent que derrière ça deviendra best practice et ça deviendra process. Carrément. On voit dans ce que tu dis qu'il y a à la fois un élément de mettre en place les conditions favorables à comment, tu parles, etc. Ce qui est aussi une question d'organisation et de culture, et qu'il y a une question peut-être de compétence dans l'écoute déjà, parce que ça peut s'apprendre aussi d'écouter de façon active, d'être plus dans l'empathie. Et je pense que ce qui peut intéresser les gens, c'est qu'on essaye de traduire. Je sais que par exemple, Amandine, tu avais un peu travaillé dessus, mais comment tout ce qu'on vient de se dire, ça se traduit en termes de compétences qu'on aimerait avoir aujourd'hui. Peut-être que c'était déjà le cas d'hier, mais lesquelles ont changé ou pas. Et même vous aussi, au tout début, quand vous présentiez un peu vos parcours, je me dis quand même, vous avez eu plusieurs expériences dans le retail. Est-ce que, au fil de ces expériences, vous voyez qu'il y a des compétences que qui vous manquaient, que vous avez voulu acquérir, et surtout aujourd'hui, et peut-être quelles sont celles que vous voulez transmettre et qui pourraient aider les managers. Je sais qu'on parle beaucoup des compétences du futur qui sont les 4 C, l'esprit critique, la créativité, la collaboration et la communication. C'est l'UNESCO, c'est pas moi qui le dis forcément, mais est-ce que vous vous y retrouvez
Voilà. Moi, avant d'arriver là-dessus, juste pour rebondir sur ce que disait Sabrina, je pense qu'il y a un sujet justement c'est souvent ce qu'ils disent sur la symétrie des attentions. C'est-à-dire que, évidemment, quand on fait du retail, il y a ce client au cœur, alors qu'il est plus ou moins toujours de façon systématique client au cœur, parce que on est parfois un peu schizophrène aussi entre nos enjeux financiers avec des marges qui sont parfois très faibles et l'envie de pouvoir toujours satisfaire le client. Donc, c'est vrai que parfois, c'est pas toujours compatible et il faut savoir faire des choix. Mais il faut, en tout cas, dédramatiser les sujets. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que les gens osent, que la parole, si quelqu'un a la réponse, ose dire les choses et qu'il sera écouté. Et c'est vrai, je pense, sur le terrain. Donc, dans ce côté où je disais il faut être omniscient, évidemment, notre rôle, c'est de former, d'accompagner, de donner les moyens potentiels nécessaires pour que les gens puissent faire leur métier de la meilleure façon aujourd'hui. Mais aussi on prenne du recul, que ce soit cool, quoi, qu'évidemment, on parle souvent de la capacité à se tromper, de l'échec. C'est pas du tout quelque chose qui est dans la culture française. Pas du tout. C'est-à-dire qu'au-delà du dire on accepte de tenter des choses et de se tromper, en fait, on n'y est pas du tout parce qu'on n'accepte même pas de tenter des choses la plupart du temps. Donc, il faut dédramatiser les sujets, permettre aux équipes de prendre un peu le pouvoir. Évidemment qu'on donne du cadre pour que la vie en communauté, dans la cité fonctionne, mais ensuite que chacun puisse respirer. Et donc, sur un exemple très concret de qu'est-ce qu'on fait pour essayer de dédramatiser les choses, on a reformé l'intégralité de nos managers justement sur le monde a changé en 3 ans. Vous avez des outils maintenant, vous avez des smartphones, comment vous agissez avec un smartphone dans la main quand vous avez le client en face, il y a des clients à distance. Enfin, voilà. Donc, on a rajouté de la complexité. Et donc, on a mis en place, une fois que cette formation a été faite, moi, ma question, c'était de dire, OK, on a formé tout le monde, c'est super, mais qu'est-ce que ça va donner concrètement? Comment je vais m'assurer que les gens, ça soit utile, qu'il y ait un retour sur investissement pour eux, pour nous, pour l'entreprise? Et donc, on a travaillé avec une start-up qui s'appelle 50, et en fait, qui fait de la gamification, donc des micro-challenges que les managers se donnent avec leurs équipes. C'est des choses, en fait, assez simples, assez basiques. On peut penser que c'est même trop basique, mais non, en fait, il y a besoin de se challenger tous les jours est-ce que chaque client qui a passé la porte, je lui ai prêté une attention? Est-ce que j'ai été proactif et que je suis allé vers lui de façon systématique? Et donc, on le tourne dans un truc beaucoup plus fun, avec de la collecte de points, on se tire la bourre, mais de façon gentille et constructive entre tous. On peut gagner des choses pour que ces challenges soient faits et que ce soit pas juste le maître d'école qui corrige avec son stylo rouge le comportement des collaborateurs. Donc, on essaye, je sais pas si ça marchera, là, c'est une initiative. 50 l'avait jamais fait à cette échelle-là pour ce type de cas d'usage. Mais on essaye, de dédramatiser, de gamifier un peu les rôles pour que les gens prennent du plaisir dans ce qu'ils font et qu'on redonne un sens à tout ça et que, ils osent tenter des choses, sortir aussi du cadre et des process pour répondre de façon positive aux clients et parfois les process on s'aperçoit qu'ils ne répondent pas à tous les cas d'usage, ils sont parfois stupides et que les gens osent faire les choses. En plus, c'est intéressant parce que tout à l'heure, tu parlais de com interne et c'est aussi quel storytelling tu mets derrière la transformation. Et là, un peu ce que vous dites, Sabrina et Amandine, c'est que parfois, c'est un storytelling, un discours en tout cas, qui est empreint de trop de négativité, alors qu'en fait, ça peut aussi être positif et être fait de façon, avec intelligence collective en tout cas, grâce à la co-construction. Et que il n'y a pas forcément de sentiment de peur à avoir. Je sais qu'Anne-Sophie, toi aussi, on en avait un peu parlé, puisque la liberté, tu trouvais que justement la liberté et la responsabilisation dans se définir et un peu définir son scope, c'était un peu l'un des moyens aussi que tu donnais dans à la fois levier de rétention, mais aussi justement pour j'imagine, aboutir à cette co-construction. Oui. Exactement. Déjà, pour revenir sur ce qui caractérise le bon manager et en fait le bon manager, l'évolution du manager aujourd'hui et comment essayer de motiver les équipes. Moi, je m'étais noté justement les motiver, les former, les écouter. Ça revient à ce que Sabrina disait aussi, donner envie, responsabiliser, développer
leur côté entrepreneur, orienté résultat, et aussi faire en sorte que à l'échelle du centre commercial, à l'échelle de la boutique, ils le vivent comme si c'était la leur, quoi. Et que derrière, du coup, ils l'incarnent, ils aient des initiatives, ils s'adaptent, et qu'ils ressentent vraiment l'ownership de leur job, et qu'ils sentent qu'ils ont leur destin entre leurs mains, quoi. Et pour moi, ça, c'est hyper important, c'est très motivant. Ça permet aussi d'évoluer. On commence avec un centre plus petit ou un magasin plus petit avec un enjeu revenu moins important. Et puis derrière, on évolue sur des enjeux plus importants. Et nous, ce qu'on aime bien faire, alors déjà, on a développé des formations en interne avec des organismes parallèles. On appelait ça le 4 étoiles, parce que justement, en référence à l'hôtellerie, puis on ne voulait pas 5 étoiles, ça nous paraissait un petit peu trop haut pour un centre commercial, mais donc on s'est arrêté à 4, c'est déjà pas mal. Mais pour du coup former en permanence les équipes à l'accueil, au service, au fait à l'accueil client, tout simplement. Et aussi, on a développé, pareil, des challenges, mais en se disant, en fait, chaque directeur de centre peut mettre un challenge en place auprès de tout le réseau au gré des sujets qui lui tiennent vraiment à cœur. Donc, par exemple, là, récemment, on a un directeur de centre qui a pris en main qui est à fond sur tout ce qui est végétalisation, rendre les lieux plus verts, etc., verdir, créer des terrasses extérieures et tout, et qui a pris cette initiative en main et qui a du coup emmené avec lui tous les autres directeurs de centre pour créer les plus belles terrasses qui soient. Et derrière, on a fait un petit challenge avec un petit prix et tout pour l'équipe qui avait développé la meilleure terrasse. On a aussi l'exemple d'un de nos directeurs de centre qui est très, très sensible à toutes les questions autour du handicap. Et du coup, pareil, qui est allé trouver des associations, etc., et qui a donné l'exemple pour tous les autres directeurs de centre aussi, qui sont allés créer leur propre initiative chez eux. Donc voilà, sous des thèmes chapeaux choisis par les équipes elles-mêmes, derrière créer le challenge, fédérer les gens et fédérer cet esprit d'équipe au sein de chaque boutique ou de chaque centre, là en l'occurrence, pour avoir envie de se dépasser sur des thèmes qui les intéressent, quoi. Carrément. En plus, je trouve qu'on parle beaucoup de recherche de sens aujourd'hui. Et enfin, il y a la recherche de sens à la fois dans un peu l'idée théorique de où je travaille, sur qui j'ai de l'impact. Et là, par exemple, Anne-Sophie, on voit très bien que toi, tes directeurs, ils travaillent avec plein de parties prenantes. Donc, du coup, tu as de l'impact sur plein de personnes différentes, mais tu as aussi le sens dans ton quotidien de quelle liberté on te donne et toi, ce que tu peux mettre en place. Et du coup, dans ce que vous dites un peu en transverse, à la fois dans cette volonté de co-créer, donc de redonner plus de pouvoir, de gamifier aussi, puisque finalement, le challenge et les défis dont tu parlais, Amandine, c'est la gamification des parcours. Ça permet aussi d'avoir plus de liberté et de responsabilité qui font que forcément, j'imagine que c'est le cas pour pas mal de gens, tu sens plus l'impact et du coup plus de sens aussi dans ton quotidien. Et je me demandais si toi, Sabrina, tu avais, comme tu mentionnais, la co-construction, justement peut-être un conseil ou un exemple de ce que vous avez pu mettre en place pour que ça concerne l'autonomisation, la responsabilisation, ou alors l'accompagnement à des nouvelles compétences. Comment on écoute en fait des gens qui sont en magasin quand on est au siège. Est-ce qu'il y a des rituels à mettre en place? Est-ce que tu as un peu des conseils peut-être à partager à ce propos? Chaque organisation, vous m'entendez? Ah oui. Chaque organisation, évidemment, met en place sa façon de récolter l'information. Ça va être effectivement des rituels qui vont être des points d'équipe hebdo avec à la fin une partie session sur justement les bonnes pratiques de la semaine ou les résultats exceptionnels sur des tests ponctuels qui ont pu être
laissé à la main des managers parce que justement, il y a toujours une part d'autonomie, hein, comme le disait Anne-Sophie, qui est quand même encouragée. Ça peut être aussi des questionnaires. Moi, j'aime bien l'idée qu'on interroge aussi eh bien, les équipes sur la façon dont elles, ce qui leur manque, ce qui ne fonctionne pas, comment ça se passe avec leur manager et qu'elles puissent répondre en toute transparence et aussi de façon anonyme, hein, souvent, pour pouvoir avoir eh bien, une information très transparente. Moi, je voudrais juste, enfin, je voulais rebondir sur par rapport à ce qu'on dit Amandine et Anne-Sophie, et par rapport à ta mention des 4 C là, et de potentiellement ce qui fait le manager du futur. Il y a un point que je trouve important et sur lequel je crois on a tous besoin à un moment de s'arrêter, de réfléchir et de probablement progresser. On n'y pense pas parce que c'est pas très valorisé en fait dans notre pays. En tout cas, pas très bien compris ou pris à sa juste mesure. Pour moi, c'est la communication. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que tu peux faire un feedback extrêmement différent et donner confiance aux gens de façon extrêmement différente en fonction de la façon dont tu t'adresses à eux. Je pense quand on est dans des métiers qui sont des métiers sous forte pression, avec beaucoup de rapidité, on n'a pas toujours le temps de se poser. On est des métiers d'impact, on est des métiers de résultats aussi. On peut être un peu abrupt dans la façon dont parfois on prend les sujets, où on donne le feedback. Et moi, je crois que la condition sine qua non de tout ce qu'on vient de se dire ne fonctionne que si les gens ont confiance les uns envers les autres. Et ça passe par une communication qui, je ne sais pas comment il faut l'appeler, peut-être une communication plus apaisée, mais qui n'est pas un mode de communication qui nous est forcément enseigné, ou en tout cas avec lequel on grandit, ou avec lequel on est formé. Et quand en plus on est un jeune manager au démarrage et qu'on veut bien faire et qu'on veut tout faire et qu'on veut donner satisfaction et qu'on veut aller vite, etc., ben ça c'est vraiment le truc qu'on fait pas. C'est-à-dire s'adresser posément, calmement, être très exigeant mais en même temps être très encourageant. Je pense que c'est quand même une des très bonnes pratiques du monde anglo-saxon, que moi en tout cas j'ai découvert quand j'ai eu la chance de travailler aux États-Unis, en Angleterre. Si on rajoute au mode de communication anglo-saxon qui est très encourageant, très accompagnant, mais qu'on ne l'infantilise pas et qu'on conserve la grande exigence que peuvent avoir les cerveaux français, je trouve que le mix des deux dans la communication et la façon de s'adresser aux gens, de leur fixer leurs objectifs et de travailler de concert sur leurs points d'amélioration, crée des dynamiques humaines qui sont extrêmement fortes. Donc pour donner un exemple très concret, il y a des formations qui peuvent exister, mais déjà se poser soi-même la question de son mode opératoire verbal. Parce que le premier impact qu'on a sur les gens, c'est quand même la façon dont on s'adresse à eux. Et en fait, on crée des envies de bosser ensemble ou pas, des peurs, des refrains. Et je crois que ça, c'est des choses qui sont tout à fait sous-capitalisées, en tout cas dans notre pays, dans notre culture, dans notre mode d'apprentissage, et qui, je crois, est la pierre philosophale de tout le reste, en fait. Parce qu'à partir du moment où il y a une relation de confiance qui s'instaure, où les gens sont là pour, évidemment, progresser, mais jamais être ni humiliés, ni tétanisés, ni pressurisés, eh bien, voilà, le reste devient possible. Et la communication, c'est quelque chose qui est assez mal réalisé, je pense, en France. Carrément, mais c'est intéressant. Je sais que moi, une des choses que j'ai appréciées en arrivant chez Maria, par exemple, un exemple concret, on remplit un User Team Guide qui nous oblige un peu à nous poser des questions qu'on ne s'était pas forcément posées avant sur quels sont par exemple, quel est ton langage de la reconnaissance déjà. Donc, comment tu as envie qu'on te l'exprime? Est-ce que c'est en public, en privé? Par quels moyens? Comment toi, t'aimes qu'on communique? Par exemple, s'il y a une urgence aussi, même par quel canal? Enfin, un peu comme un mode opératoire de chaque personne avec qui tu travailles. Et c'est hyper utile parce que je trouve que ça, justement, crée ce climat de confiance dont tu parles, Sabrina. Enfin, en tout cas, ça pose des bonnes bases pour ensuite, c'est juste un outil. Donc après, on en fait ce qu'on veut. Mais je trouve que comme outil, c'est pratique, c'est hyper simple à faire. Et pourtant, je ne l'avais jamais vu avant. Donc, c'est aussi un bon exemple. Et je ne sais pas si sur cet enjeu de communication, Amandine, tu disais que vous avez fait un travail sur les 12, il me semble, compétences que vous avez envie de transmettre. J'imagine que la communication, enfin que certains points autour de la communication ou pas. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus sur ces compétences?
Non, il y a plusieurs initiatives qu'on fait là-dessus. Évidemment, on essaye de plus en plus de prendre le pouls des collaborateurs de façon plus régulière. Donc, on fait des enquêtes assez flash de comment ils sont dans leur job, dans la charge, dans le bien-être. Moi, je crois que de plus en plus, on est une sorte de Didier Deschamps avec nos équipes, c'est-à-dire qu'on est des coachs qui doivent tirer le meilleur parti de chacune des personnes, sachant qu'évidemment, il n'y a pas que il faut aussi accepter que sur le terrain, en tout cas en ce qui me concerne, il n'y ait pas que des professionnels de division 1, mais justement, il faut tout pour faire un monde. Donc, comment on arrive à jongler avec les différentes typologies de personnes qu'on a en face de nous. Nous, on a entamé un projet qui va un peu au-delà de ce qu'on a vécu là, mais on va dire quand même accéléré par cette relation au temps qui a fortement évolué, de faire échanger la culture de l'entreprise. C'est pas une mince affaire, c'est évidemment sur des temps longs. Et dans cette culture de l'entreprise, pour garder les choses très positives d'une culture d'une entreprise familiale avec beaucoup de choses autour de... Enfin, il y a beaucoup de bienveillance et justement de laisser personne au bord du chemin, d'accepter d'avoir des gens qui sont un peu moins bons et de comment on les accompagne pour vers mieux. Et à la fois de pas rester sur un sujet de moyennisation des collaborateurs et comment on valorise les meilleurs avec de la rémunération financière, certes, c'est des gros enjeux en ce moment, mais pas que, et comment on transforme par les compétences la culture de la boîte. Donc, on a redéfini et on l'a pas fait de façon top-down. On a vraiment, alors, le COMEX, on s'est posé la question, mais ensuite, on a engagé l'intégralité de l'entreprise pour avoir un point de vue sur ce qu'étaient les compétences attendues demain pour être le meilleur des retailers, avec des choses où on est déjà bon et des choses où, collectivement, on s'est dit qu'on était pas bon, voire mauvais. Et donc, on a redéfini ces compétences-là qui vont de être à l'aise avec, comme le disait Sabrina, la casserole et la poêle, c'est-à-dire être à l'aise avec les outils technologiques, parce que quand même c'est important aujourd'hui d'accompagner les collaborateurs là-dessus, à faire preuve de courage. Et typiquement, faire preuve de courage, c'est une compétence clé qu'on a mis dans les 12 compétences à définir et sur lesquelles, collectivement, on s'est jugé mauvais. Parce que c'est pas dans la culture de l'entreprise de se prendre le temps du feedback régulier, de faire des 360 avec tout ce que ça implique, d'accepter de critiques, certes constructives, hein, on dit les choses posément, poliment, mais on dit aussi ce qui va pas et ce qui fonctionne pas. De prendre la parole en public. Souvent, on avait des réunions où quand le COMEX ou le directeur général de l'entreprise parle, il n'y a pas une question, pas un échange. Enfin, c'est encore des vérités, quoi. Je veux dire, donc comment on libère justement ces paroles-là, comment ça devient beaucoup plus dans l'échange, dans ce que disait Sabrina de la co-construction, mais ça se fait pas en un jour. Donc voilà, on est en plein shift là et ça s'accompagne justement de communication interne et autour de jeux. On apprend ces nouvelles compétences autour de la gamification et des jeux super bien faits pour que ce soit ludique et que les gens aient envie de participer à ça. Et ça prend super bien. Maintenant, il va falloir voir dans le temps si ça a des vrais effets, parce que évidemment, si on demande aux gens est-ce que vous avez envie de faire preuve de courage, la réponse va être oui. Ouais. Maintenant, au quotidien, comment les gens changent leur façon de faire, prennent le temps de se poser et de faire du feedback, pas qu'une fois par an, même si déjà une fois par an, se poser vraiment en ayant bien préparé, ça prend vraiment au moins 2 heures par collaborateur, c'est déjà une chose, mais de le faire de façon évidemment beaucoup plus régulière, parce qu'on ne peut pas apprendre tout ce qui ne va pas sur un entretien annuel. Voilà, donc c'est des choses, et nous, on donne des clés, on accompagne pour s'assurer que justement ces 12 compétences soient bien mises en œuvre. Et là, ce qui change aussi, c'est qu'on s'auto-juge parmi ces 12 compétences, sur lesquelles je pense être déjà assez bon et sur lesquelles je pense que je dois bosser et qu'est-ce que je mets en œuvre justement pour travailler, pour continuer à être bon sur là où je suis bon. Ça, c'est plutôt la version anglo-saxonne. Et puis la version aussi européenne ou française de comment je travaille mes angles morts et mes points d'amélioration.
Ok, ouais, effectivement, je pense que le courage, et de toute façon, toutes les transformations culturelles et les soft skills de façon générale, c'est quelque chose qui se met en place sur un temps long. C'est important de le dire parce que parfois, ça peut être déceptif, entre guillemets, quand on essaye de, sur un an, mettre en place une grande politique, mais en vrai, un déclic, ça a lieu, enfin, ça n'a pas lieu en une minute. Et c'est ça qui est 90% quand même du travail à faire. Et ensuite, bien sûr, je pense que dans ce que tu dis, le feedback, ça ressort aussi beaucoup. Et je pense que dans le feedback, bien sûr, il y a des outils qu'on peut utiliser, mettre des points dans son agenda et tout. Et je pense qu'il y a aussi l'exemple managérial qui est ultra important. C'est comme ça qu'on prend les réflexes. Si on t'en donne tout le temps, toi, tu vas avoir tendance à le faire aussi. Et peut-être là-dessus, vous avez chacune, enfin, j'imagine, des choses à partager sur un succès ou même d'ailleurs un échec, ou en tout cas un moment où vous vous êtes dit « Ah là, j'aurais peut-être dû faire ça euh, ». Parce que voilà, comme tu le dis, Amandine, je pense que l'évolution des compétences, elle a lieu à tous les niveaux, et plus on voit aussi au-dessus de soi les gens changer ou en tout cas adopter des nouveaux comportements qu'on a co-construits ensemble, plus on va avoir tendance à le faire soi-même. Et voilà, peut-être que vous avez un exemple là-dessus, même par rapport à vous, votre expérience de manager. Moi, je pense, si je peux démarrer là-dessus, je pense que la compétence à développer la plus importante, c'est l'écoute, en fait. Je trouve qu'en tant que manager, on arrive et puis on est... un manager, il est là pour décider, il est là pour donner une voix, une vision. Et ça, évidemment, il faut qu'il le fasse parce qu'on attend ça de son manager et d'orienter, de guider, mais on ne peut pas le faire si on n'a pas écouté en amont et si on n'a pas essayé de comprendre ce que l'autre avait en tête, d'éventuellement et de très souvent justement recueillir les bonnes idées pour adapter son discours, son mode de pensée, pas avoir peur de poser des questions. Aussi en tant que manager, de montrer sa vulnérabilité entre guillemets en disant ça je sais pas, j'ai pas compris quel est le sujet, quelle est la problématique, vas-y explique-moi, de montrer aussi son côté, de montrer qu'en tant que manager, on est aussi curieux, on est tout le temps en apprentissage, on est tout le temps à continuer à se construire. On se construit grâce aux autres, quel que soit le niveau de son collaborateur, quelle que soit son expertise, parce qu'on ne peut pas tout savoir, tout connaître. Et du coup, de montrer cette envie d'apprendre, cette curiosité, avoir le droit de ne pas savoir faire. Et donc d'être à l'écoute de l'autre et de considérer son jugement. Moi, ça m'arrive souvent d'arriver en ayant vraiment une vision claire de là où je souhaite aller. Et en fait, en recueillant les avis des uns et les autres, d'évoluer. In fine, je sais que c'est mon rôle de décider là où il faut aller, mais j'ai aucun problème à faire évoluer ma réflexion au cours d'une réunion pour être sûr d'avoir embrassé le tout et d'avoir pris la meilleure décision en fédérant tout le monde et en ayant bien compris tous les tenants et aboutissants. Et donc ça, je pense que c'est vraiment important, être à l'écoute et savoir montrer sa vulnérabilité et être toujours dans cette un peu cette image d'éponge qui veut apprendre, qui veut absorber un peu tout ce qui se passe pour pouvoir prendre les meilleures décisions et justement, du coup, mettre en avant ces équipes que chacun sent qui contribuent à la décision finale et qu'il a sa petite chaîne, sa petite pierre à l'édifice à mettre et que, quel que soit son niveau, chaque personne est clé, en fait. Personne ne peut faire quoi que ce soit seul et donc de faire sentir aux gens qui sont clés et qu'on a besoin d'eux, je pense que c'est très important. Carrément, tu as prononcé le mot de vulnérabilité et je trouve que c'est assez au cœur de toutes les compétences qu'on a citées, que ce soit l'écoute, la communication, le care. Et c'est difficile aussi d'être vulnérable déjà en tant que manager, mais aussi, je pense, dans un monde où quand même l'attente de performance est peut-être assez fort.
Et peut-être dans les 2 minutes avant qu'on prenne les questions, je ne sais pas si Amandine et Sabrina, vous vouliez compléter avec vous quelque chose. Moi, je dirais juste en lien avec ce que dit Anne-Sophie. Je suis entièrement d'accord et à la fois, évidemment, sans non plus naïveté aucune, que en fait, il y a des temps pour tout. En fait, c'est ça qui est important, je pense, quand on est sur des rythmes qui font que, évidemment, il faut reconnaître ses failles. Je pense que c'est hyper important de dire quand on ne sait pas. Voilà, d'accepter ça. Enfin, moi, j'ai toujours beaucoup d'humilité par rapport au sujet. Évidemment que je suis là pour coacher, orchestrer, mais j'ai pas l'expertise de chaque direction, de chaque chose. Donc, et c'est pas ce qu'on me demande. Je suis pas attendue là-dessus, même si parfois certains voudraient. Mais en fait, chaque personne joue un rôle clé dans le dispositif. Mais je pense qu'il y a vraiment des phases de disagree and commit. C'est-à-dire, il y a la phase où tout le monde exprime ses avis, on prend du temps, on se dit les choses, on écoute, on accepte ses failles, on change d'avis. Mais une fois qu'après le collectif c'est accordé, après il faut que ça déroule, quoi. Et donc c'est là où je pense que les deux phases sont évidemment très importantes et qu'on est attendu évidemment sur créer la meilleure solution possible. Et en fait, il n'y a pas de bonne réponse. Pour moi, il y a juste prendre la réponse à un instant T, accepter aussi de la modifier, de revenir en arrière, de changer. Voilà. Et ce qui était vrai, nous, on a tenté des choses. Par exemple, on a, pour donner un exemple concret, mis de la maison au rez-de-chaussée du BHV parce qu'on pensait que vraiment, pour asseoir notre positionnement différenciant de grands magasins à Paris, très fort sur maison, brico, loisirs, c'était important que notre rez-de-chaussée soit différent des autres grands magasins et qu'on ne trouve pas que des accessoires, de la beauté et de la bijouterie. On a testé, je pense que ça a été super positif sur notre positionnement de marque, sur cette reconnaissance d'experts de la maison. Force est de constater que notre marge et notre chiffre d'affaires au mètre carré n'étaient pas suffisantes. Bon, bah, on change, on évolue. La maison, en fait, finalement, on revient dessus. Certains m'avaient déjà dit à l'époque que c'était une mauvaise idée, d'autres m'avaient dit c'est super. Bon, bah voilà, en fait, accepter que à des moments donnés, on teste des choses, on revienne dessus, mais une fois qu'on est d'accord, aussi qu'on déroule, quoi. Oui, j'aime bien le disagree and commit comme motto. Au pire, tu testes, ça marche pas, tu choisis de changer. Et ça va aussi avec la notion de désacraliser tout à l'heure dont vous parliez. Avant, il y a 3 ou 4 questions. Est-ce que Sabrina, tu voulais ajouter quelque chose? Ah oui, tu as le micro. Ouais. Je vous prie de m'excuser. Non, je suis consciente du temps. Je pense que si vous êtes d'accord, c'est bien de passer aux questions. Carrément. Alors, il y a des questions un peu de temporalité et agenda. Donc, notamment, les managers sont hyper, en général, enclins à tout ce qu'on vient de dire et à répondre à leurs enjeux clients, business, équipe, mais ils sont rattrapés par les impératifs du job et du court terme. Et donc, comment on leur permet cette prise de recul dans leur quotidien? C'est un peu logistique, limite. Mais c'est une très bonne question. Hein. C'est la bonne question. Hein. Je pense qu'il y a 2 choses. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant ces changements de culture justement qui s'opèrent. Je pense qu'il faut savoir gérer ses équipes, mais il faut savoir gérer son manager aussi. Et en fait, je pense qu'on est à une époque où, eh bien, parce qu'on essaie de créer les conditions justement de la communication, hein, de la confiance et de la co-création, il est très important d'être très explicite aussi hein, sur ce qui est réaliste ou pas dans l'agenda concret du quotidien. Et c'est au manager, là, pour le coup, hein, de prendre le point, de trouver des solutions. Et des solutions, il y en a. Un exemple peut-être bête et méchant, mais moi, j'ai le souvenir d'une organisation où j'ai rejoint, où beaucoup de reporting était demandé aux équipes, retail et aux managers de magasins. Il a suffi de leur retirer ce poids qui pouvait représenter un nombre conséquent d'heures et de le mettre en centrale et ensuite de travailler plutôt sur un sujet d'analyse et de plan d'action pour que ça puisse libérer du temps. C'est un exemple, il y en a 50, mais la gestion, elle se fait toujours avec les équipes qu'on gère, mais également avec son manager au-dessus. Et il faut que, bien sûr, ce soit possible, mais il faut y travailler férocement.
Parce qu'effectivement, sinon, on se retrouve dans un monde et il n'y a rien de pire, qui est le monde des injonctions contradictoires, qui rend les gens fous, en fait, et qui fait que même si les personnes sont de très, très bonne volonté, eh bien, il y a un épuisement d'énergie. Et le dernier point, cependant, que je veux mentionner, c'est que, cependant, ces métiers du retail sont des métiers épuisants, hein. Enfin, il faut pas qu'on se mente. Non, mais, enfin, on n'en a pas parlé, mais c'est quand même intéressant de le dire. C'est pour ça qu'il y a plein de gens pour qui ce n'est pas fait. Et il faut pas se tromper. Enfin, c'est des métiers où, oui, il y a les heures de travail qui sont très, très dures, mais en vérité, c'est un métier qu'on continue déjà. Les magasins, ils sont ouverts tous les jours. Les équipes, même si on a des jours de repos, les équipes, eh ben, il y en a toujours qui sont, dont on a la responsabilité, qui travaillent. On a des ventes qui tombent plusieurs fois par jour. On a des décisions de pivot qui peuvent arriver de façon systématique tout le temps. C'est pas un métier où on débranche, en fait. Donc, pareil, je crois que c'est toujours important en tant qu'humain de se dire, est-ce que j'ai aussi trouvé ma voie? Est-ce que c'est le bon job pour moi? Je crois que c'est un métier où il faut avoir un degré d'énergie, d'intensité, de passion. C'est pour ça que j'interrogeais vraiment le point de départ qui est aimer le contact humain et que ce contact humain il soit plus nourrissant que drainant, en fait. Parce qu'on va ramener beaucoup de homework à la maison, quoi qu'il arrive. En fait, il y a des choses qu'on ne pourra jamais faire de toute façon dans les journées imparties, mais ne serait-ce que la réflexion, en fait, le petit vélo qui continue à tourner. Et ça, c'est la vie. Et est-ce qu'on a envie de ça ou pas? Ça, c'est individuel. Oui, c'est un bon conseil même pour la vie perso de privilégier ce qui te donne de l'énergie plutôt que ce qui t'en retire au quotidien. Et peut-être, enfin, Amandine, Anne-Sophie, si vous voulez réagir à cette question, et j'en profite juste pour, il y avait une autre question qui était comment développer son réseau dans le retail, mais si vous avez juste un conseil, enfin, on va peut-être pas tout détailler, mais voilà, si vous voulez réagir à ces deux questions aussi. Moi, peut-être sur la première, c'est juste la notion de priorité et de savoir et de 80-20, quoi. Voilà, c'est que il faut savoir quelles sont ses priorités et en tant que manager aller dessus et puis se faire confiance aussi en disant même si je en fais que 80%, et ben ce sera déjà super bien parce que ben on est tous humains et puis il faut accepter de pas pouvoir tout faire. Et du coup, dans ces priorités, et ben d'avoir suffisamment de prise de hauteur pour se dire que le feedback auprès de ses collaborateurs, que justement les projets transverses, que le moyen terme, le moyen terme doit être une des priorités et pas se laisser happer tout le temps par le court terme, déléguer le court terme, savoir faire confiance à ses équipes et savoir déléguer des points du court terme pour se concentrer sur le moyen terme et donner la bonne orientation. Et sur les priorités, c'est très important parce que sinon, on explose en vol. Effectivement, ça ne s'arrête jamais. Et donc, si on n'a pas la capacité de se dire, OK, chacun à son niveau, voilà, c'est ça, moi, mes enjeux, mes priorités, et je laisse les autres, je responsabilise sur le reste, et c'est le tout qui fera que ça fonctionne. En tant que manager, il faut faire attention que chacun exécute bien ses priorités et voilà, comme le disait Amandine, il y a un moment, il faut y aller, hein, c'est le résultat qui compte, on est tous là pour le résultat. Et c'est justement ça qui doit fédérer tout le monde, c'est que c'est pas, c'est que in fine, on veut tous bien faire, on veut le meilleur résultat. Et du coup, bah, c'est la façon dont on y arrive qui compte. Et cette façon, pour moi, elle doit être vraiment en essayant d'emmener les équipes au maximum avec soi et pas en se disant c'est moi qui vais tout porter et tout faire, quoi. Voilà. Ouais. Moi, j'ai vu qu'il y avait des équipes de Leroy Merlin, je crois, qui étaient au call. Moi, je suis une psychopathe des OKR, donc Objective and Key Results, c'est-à-dire que je passe un temps fou à vraiment définir de façon claire les priorités des équipes pour l'enseigne et pour chaque direction, en co-construction avec les directions, mais d'avoir ce temps-là pour l'année et par trimestre, pour que tout le monde soit très, très, très aligné sur c'est quoi les objectifs qui doivent fédérer justement toute l'organisation pour qu'elle aille dans le même sens. Ensuite, dans le comment on fait ça et le taux d'atteinte, évidemment que là, je laisse une liberté folle. Mais c'est vrai que j'ai tendance à
à définir un cadre de priorité pour, je pense, moi, c'est ma conviction, laisser un maximum de liberté derrière. On ne peut pas laisser la liberté pour la liberté sans que les gens sachent dans quelle direction aller. Donc, je travaille beaucoup là-dessus. Et pour le réseau, je pense que ça commence par des petites choses. Évidemment, il y a des gens dans votre entreprise qui vont bouger de boîte et qui vont peut-être rester dans le retail, donc de garder la connexion avec eux. C'est un café de temps en temps, un apéro. C'est d'accepter, on peut penser que parfois c'est de la perte de temps ou ne pas se sentir forcément à l'aise les premières fois. Donc, allez-y avec des gens que vous connaissez, mais sur des événements retail, que ce soit tout ce qui est organisé par LSA, la FEVAD, tous les salons. Et en fait, au fur et à mesure des événements, vous allez tisser des liens et garder la connexion avec ces gens-là qui fait que ça va vous nourrir en plus parce que vous apprenez plein de choses. Quand vous avez besoin d'une assistance, d'une aide sur comment résoudre ce sujet-là, vous avez quelqu'un sur qui que vous pouvez appeler. Et puis, moi, j'ai pris les devants à un moment donné où j'ai créé mon propre réseau du retail, de femmes dirigeantes du retail, en se disant, on a envie de faire un truc sympa dans lequel on puisse compter les unes sur les autres, échanger sans tabou, sans ego sur nos succès, mais aussi nos difficultés. Donc, j'ai pris les devants en fondant un réseau additionnel. Mais même sans aller jusque-là, il existe déjà beaucoup de réseaux où, si vous participez, vous allez recroiser les mêmes personnes, suivre les personnes et y passer du temps, en fait. Mais ça aussi, ça rejoint ce que disait Sabrina, c'est l'amour des gens. Moi, je le fais. Au début, je me suis forcée. Maintenant, je le fais naturellement juste parce que aussi, ça me fait vraiment plaisir de passer du temps avec les gens. Donc, en fait, c'est un moment de vrai bonheur. C'est pas une contrainte que je me fixe pour le faire parce que c'est dans ma to-do list. Carrément. Et d'ailleurs, de ce côté-là, peut-être qu'il y a aussi à aller regarder un peu du monde du côté du monde anglo-saxon, parce qu'il n'y a pas forcément la même vision du networking, peut-être en France et là-bas, et peut-être il y a un aspect vachement plus cool par rapport au réseau de non, en fait, c'est juste quelqu'un que tu rencontres et c'est juste un moment sympa d'échange, quoi. Donc voilà, peut-être pour conclure, merci beaucoup déjà à tout le monde de nous avoir écoutés, de nous avoir posé vos questions. N'hésitez pas aussi à nous donner vos feedbacks, à nous donner vos idées pour de prochains events. Et merci Anne-Sophie, Sabrina et Amandine d'avoir été avec nous. Ce que je retiens un petit peu de ce que vous avez dit, c'est déjà qu'on a pu valoriser pendant 1 heure le métier du retail. Donc c'est chouette. On a aussi, à toutes les trois, vous avez un peu élaboré une matrice de différentes compétences. On a parlé du care, de l'écoute, de la vulnérabilité managériale, de l'humilité. Il y a le disagree and commit aussi, je pense qu'il peut devenir un leitmotiv, et surtout cet enjeu de désacraliser la transformation, de potentiellement changer le discours, qui va d'ailleurs avec des chantiers de communication interne que vous pouvez mettre en place, comme le disait Amandine. Donc, c'est vraiment multifacette, et il y a à la fois la transformation du manager, mais de tout l'environnement qui l'accompagne aussi. Et je pense que c'est bien de finir sur cette idée, pour moi, de care, et de ce que tu disais, Sabrina, au début, finalement, je pense que si vous êtes toutes les trois ici lors de cette discussion, et ce qui anime aussi les managers, c'est ce qu'ils aiment dans leur métier, et c'est la rencontre. Voilà, nous aussi, c'est ce qui nous anime. C'est pour ça qu'on a organisé cette rencontre, et c'est ce qu'on essaye de faire d'ailleurs dans toutes nos formations. Donc, merci beaucoup. Et j'espère voir certains d'entre vous qui ont participé et qui ont assisté à ce talk, à nos futurs talks. Merci. Merci Maëlys. Merci Maëlys, merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Salut.